Donc bonjour à tous, et avant de commencer cette session, enfin, cette présentation sur le poumon hémodynamique, je souhaitais remercier tous les organisateurs pour cet accueil chaleureux et fraternel. Et on est tous très contents d'être encore une fois avec vous aujourd'hui. Alors, parler du poumon hémodynamique, c'est quand même la base de ce qui nous suit depuis le début de nos études. Le premier diagnostic qu'on est capable de faire, qu'on soit pneumologue ou radiologue avec de l'imagerie, c'est quand même l'OAP. On commence comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi en reparler. Bien, finalement, quand on réinterprète un petit peu nos imageries à la lumière des connaissances physiopathologiques et surtout grâce au scanner, eh bien, on va pouvoir apprendre certaines subtilités sur des situations un petit peu intriquées, notamment sur des patients qui ont à la fois des pathologies respiratoires et hémodynamiques. Donc, quelque chose de très fréquent, et on va commencer par ce petit schéma de base qui rappelle des choses simples. Alors, j'étais dans l'assistance et je regardais les collègues orateurs, mais je regardais aussi le décor. Puis je me suis dit, tiens, on est devant un poumon ici. On a des lobules de milliards de partout, et donc ce petit schéma il représente l'intérieur de ces alvéoles. Alors ça montre quoi exactement? Vous voyez en vert, c'est tout le tissu de soutien, c'est l'interstitium. Et puis à l'intérieur de ça cheminent les structures essentielles qui sont les structures vasculaires qui vont cheminer au contact des alvéoles. Alors les flèches représentent bien le passage permanent et continu du contenu vasculaire hydrique vers l'interstitium. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe chez tout le monde de façon physiologique. Vous avez de l'extravasation, de la sortie de l'eau des structures vasculaires vers l'interstitium et qui va revenir via le réseau lymphatique dans un système continu. Donc ça, c'est les mécanismes physiologiques. Et évidemment, quand on est en situation pathologique, quand la pression hydrostatique dépasse la pression oncotique, eh bien, ce système va être dépassé et vous allez avoir, de façon, encore une fois, pathologique, une atteinte interstitielle réelle, donc fibrosante évidemment, mais vous allez avoir un œdème interstitiel. Et ça va se voir comment? Eh bien, vous avez vu ces petits polyèdres, eh bien, ils vont apparaître épaissis sur les scanners, mais également avoir un retentissement sur la radiographie. Donc ça, c'est le schéma physiologique classique de l'insuffisance cardiaque, qui est l'installation progressive, hein, pression hydrostatique supérieure à la pression oncotique, augmentation du passage de l'eau vers l'interstitium, et œdème interstitiel. Parfois, eh bien, ces étapes sont chantées, notamment dans le cas de pathologie, infarctus aigu ou rupture de cordage mitral. Pardon. Et dans ces cas-là, on va chanter l'étape interstitielle et passer directement à la phase alvéolaire de remplissage alvéolaire. Donc si on reprend ce qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire la radiographie de thorax, eh bien, on peut schématiser, comme je l'ai fait, la phase initiale du poumon hémodynamique, comme ça. C'est-à-dire que physiologiquement, vous avez appris que la taille des vaisseaux était plus importante dans les bases que dans les sommets, comme dans le schéma de gauche. Et puis, lorsque on commence à avoir une phase hémodynamique dépassée, eh bien, on va avoir une redistribution vasculaire avec donc des vaisseaux céphalisés, c'est-à-dire plus larges qu'à la normale dans les parties supérieures, avec l'équivalent sur la radiographie de thorax. Alors c'est quelque chose de très subtil, connu, mais pas toujours de façon très reproductible, aisément décrit, mais en tout cas c'est le mécanisme initial du poumon hémodynamique. On a d'autres signes associés que la céphalisation des vaisseaux, comme schématisé ici, c'est chose que vous connaissez bien, augmentation de l'index cardio-thoracique, élargissement du médiastin supérieur, et puis élargissement de la crosse de la zygose. Si on reprend cette fois sur un modèle schématique, ce qui se passe au-delà de cette céphalisation et cette redistribution vasculaire, c'est la phase interstitielle dont on a un petit peu parlé, eh bien on va avoir un engorgement de ce dallage de tous les polyèdres du poumon qui sont l'interstitium autour du lobule de Miller.
Et donc, ça va se traduire sous la forme d'épaississement des septa périlobulaires sur le scanner, donc ligne septale. On peut également avoir un engorgement de l'interstitium autour des bronches. Et ça, c'est pas toujours très connu, puisque on pense que le patient il a peut-être une bronchite chronique. Et bien non, vous avez des épaissements réguliers, sans bouchon muqueux, et donc ça, c'est l'œdème péribronchique. Et puis enfin, vous avez l'œdème autour des scissures avec un aspect épaissi. Si on reprend schématiquement sur la radiographie, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez l'habitude de chercher ça, c'est le premier indice d'œdème interstitiel. Ce sont ces lignes perpendiculaires à la plèvre, qui sont des fines lignes préférentiellement au niveau des bases, qui s'appellent les lignes de Kerley B. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a des lignes plus grandes qui s'appellent les lignes de Kerley A et qui sont plus centrales que les lignes de Kerley B. Alors pourquoi? Ce schéma vous l'explique, hein. Le flux lymphatique, il a deux sens en fonction de la position médulaire ou corticale du poumon. Vous voyez qu'en périphérie, le flux est centrifuge dans la partie médulaire et centripète dans le cortex. Donc, dans la partie médulaire, ça va vers le hile, et puis à l'inverse, dans le cortex, ça fuit, et donc on voit ces petites lignes qui ont deux sens différents. On voit la corrélation avec l'imagerie, et puis la corrélation avec la reconstruction coronale du scanner. Vous avez ces grandes lignes médulaires et ces fines lignes corticales perpendiculaires à la plèvre. En scanner, ça se présente comme ça. Vous voyez qu'on peut redessiner un polyèdre très très schématiquement par l'épaississement de ces lignes périlobulaires, c'est septale, et le point vert correspond à l'artère centrolobulaire. C'est comme ça qu'on reconnaît l'anatomie qu'on ne voit pas normalement à l'état physiologique sur un scanner. Donc les épaissements des parois bronchiques, hein, que ce soit dans l'œdème pulmonaire, enfin dans la phase interstitielle du poumon hémodynamique ou dans les autres pathologies, qu'elles soient bronchiques comme l'asthme ou la BPCO, c'est très subjectif, d'autant plus sur des radiographies standards. Vous voyez ici, j'ai mis un sujet normal à gauche et on voit cette majoration de la trame bronchique sur le cliché de droite. C'est parfois plus subtil. Et bien, quand ces phases interstitielles sont dépassées, eh bien, on va avoir cette fois le remplissage alvéolaire, parfois de façon suraiguë, sans passer par la phase interstitielle. Le schéma vous montre la distribution préférentiellement au niveau des bas sur le cliché réalisé en position debout de façon standard, et l'équivalent sur la radiographie avec ces opacités alvéolaires que vous connaissez bien. Donc en scanner, finalement on ne demande jamais des scanners pour faire un diagnostic d'œdème pulmonaire, ça vous le savez, mais parfois eh bien c'est quelque chose de moins connu, pas suspecté, et puis on va découvrir ça de façon fortuite, donc il faut savoir les reconnaître. Ici vous avez à la fois associé des épaississements des parois bronchiques, on le voit très très bien ici, hein, c'est des régions en rail qui sont très belles, et puis quelques réticulations sous-pleurales, signe d'œdème interstitiel, et une phase alvéolaire également avec des condensations alvéolaires. Donc en trois exemples, je vais vous montrer comment ça se passe sur un scanner, cet œdème hémodynamique. Alors un premier exemple, c'est plus classique. Vous vous doutez qu'il y a des petits épanchements pleuraux, préférentiellement à droite et de faible abondance. Il y a surtout des condensations alvéolaires déclives. Eh bien, c'est une distribution gravito-dépendante, le malade est ici couché. Donc, on a un remplissage alvéolaire, essentiellement dans les territoires postérieurs. Autre exemple, et ça, c'est celui qu'on fait découvrir aux étudiants pour la première fois quand on parle d'œdème hémodynamique, c'est cette fameuse Batwings, pardon, parce que Batman, c'est autre chose. Donc, les ailes de papillon. Vous avez une distribution qui est relativement symétrique et qui est notable puisqu'elle épargne le cortex. Donc ça finalement c'est 10% des œdèmes pulmonaires à la phase alvéolaire, hein, c'est des œdèmes pulmonaires qui sont de survenue brutale et qu'on voit pas si fréquemment que ça. Donc vous voyez ici dans cet exemple, eh bien, le contrôle à un mois après dilatation de la valve mitrale qui corrige très clairement les anomalies. Puis enfin, un autre exemple d'OAP qui est important à connaître parce que c'est des choses qu'on voit relativement fréquemment et qui vont nous induire vers des pistes peut-être un peu différentes. Vous pouvez avoir pas que des condensations alvéolaires, mais du verdet polydiffus comme ici, avec parfois
des hétérogénéités de distribution, un respect relatif de la corticalité qu'il faut rechercher, et bien ça, parfois on va se méprendre et rechercher une pathologie de type pneumocystose ou une PID de façon générale. Donc ça, ce sont 3 exemples classiques d'œdème pulmonaire à la phase alvéolaire qu'on peut voir sur les scanners. Maintenant, je vais vous montrer dans les vraies situations quotidiennes comment ça peut se présenter, notamment avec cette jeune fille de 14 ans qui a déjà pas bien commencé dans la vie avec un syndrome de Marfan et une insuffisance mitrale. Elle consulte son médecin généraliste pour une pharyngite et des myalgies dans un contexte fébrile et de façon très surprenante au vu des antécédents notamment, elle est traitée par corticothérapie. Évidemment, ça s'aggrave. Et puis on la trouve un peu fatiguée, on se rend même pas compte qu'elle a un déficit du membre inférieur gauche, qui est un déficit neurologique réel. Donc quelques temps après, l'IRM va démontrer des multiples plages ischémiques jonctionnelles, et donc elle est hospitalisée avec une apparition dans l'évolution d'une dyspnée. Donc, voici son scanner, qu'est-ce que vous voyez ? Donc ça ressemble un peu au cas numéro 1 du poumon hémodynamique. Ce sont des condensations alvéolaires qui sont bilatérales, dans les territoires postérieurs, plutôt déclives, qui prédominent quand même dans les bases, avec parfois des aspects floconneux. Ici, on a donc l'aspect d'œdème pulmonaire en première intention. Comment on va l'expliquer ? Eh bien, on va l'expliquer très facilement avec l'échographie, qui va montrer une végétation assez volumineuse de la valve mitrale. Et par la suite, un bilan va montrer qu'il s'agissait d'une endocardite, puisque l'hémoculture va revenir positif à Staphylococcus aureus. Donc le diagnostic ici, chez cette jeune fille, eh bien, c'est un œdème pulmonaire sur une insuffisance mitrale massive secondaire à une endocardite à Staphylococcus aureus. Donc évidemment, sa maladie de Marfan a favorisé la situation. Second exemple, encore une fois, vous voyez qu'on ne va pas forcément penser à l'œdème pulmonaire quand le patient va arriver au scanner, puisqu'il a 25 ans, et son contexte, il n'est pas du tout celui du patient insuffisant cardiaque chronique. Hein. Il a un syndrome hyperosmolaire suite à l'arrêt des traitements de son diabète, et donc vous savez comment on traite ça, hein, par une hyperhydratation. Et voici, à la fois sur la radiographie de thorax et sur les fenêtres parenchymateuses du scanner, les conséquences d'une hyperhydratation un petit peu trop appuyée. Même s'il a 25 ans, eh bien, il est quand même capable de faire à cœur normal une insuffisance cardiaque, en tout cas un œdème pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette imagerie ? Eh bien, des réticulations à un maillage large, hein, des lignes septales, bilatérales, signe de l'œdème interstitiel, et puis également des opacités floconneuses postérieures qui correspondent au dépassement de ce stade interstitiel et à l'arrivée de liquide dans les alvéoles. Donc on a ici un œdème pulmonaire suite à une hyperhydratation. Troisième cas, ça c'est quelque chose de la vie quotidienne aussi, qui montre que finalement l'OAP qu'on voit aux urgences et qu'on diagnostique très facilement juste à l'auscultation, c'est pas toujours facile. Ça c'est un patient de 58 ans qui est connu pour une bronchopathie chronique. Alors qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, ce qui saute aux yeux d'abord sur la reconstruction coronale, c'est des images alvéolaires dans le lobe supérieur droit, ça on est d'accord. Sur l'image en bas à gauche, on voit un épaississement pleural, ça aussi. Mais après, au sein de ces condensations, on trouve des trous. En tout cas, il y a des hypodensités. Alors, c'est difficile d'expliquer ça. Et le diagnostic retenu initialement sur cette imagerie, c'était maladie interstitielle. Pourquoi ? Les gens ont décrit des kystes, en fait. Mais en fait, ce n'est pas des kystes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des zones de destruction parenchymateuse où aucun processus pathologique ne peut rentrer. Il y a des trous. Il y a le processus pathologique ici qui est l'insuffisance cardiaque avec l'œdème alvéolaire va se mettre autour des trous et donner des fausses images kystiques. Hein. Ça va cerner l'emphysème centrolobulaire. Et vous avez les autres signes d'accompagnement qui sont l'épanchement pleural bilatéral, ici avec un peu de liquide dans la scissure. Donc on a chez ce patient une découverte inaugurale d'une cardiopathie dilatée, ischémique et alcoolique à l'occasion d'une décompensation sous la forme d'un OAP, et puis dans un contexte de BPCO, ce qui explique ces images un peu troublantes. Cas numéro 5, celui-là est intéressant aussi parce que c'est la vie quotidienne. Vous avez une patiente de 83 ans
qui est prise en charge pour un cancer. Elle a la chance d'avoir une mutation de l'EGFR qui va pouvoir déterminer un traitement type thérapie ciblée. Et puis, vous voyez que l'évolution est attendue, c'est-à-dire une réduction de sa tumeur. Dans l'évolution, alors que le traitement semble efficace sur le plan général, on voit apparaître des réticulations périlobulaires des sommets, c'est assez subtil, alors même que la lésion cible du lobe supérieur gauche est stable. On voit également sur la fenêtre médiastinale des adénomégalies. Et donc ça, le réflexe sous-cortical du suivi oncologique, c'est récidive, évidemment. Pour autant, devant la discordance avec la lésion primaire et puis l'examen clinique, eh bien, vous voyez qu'on a proposé un autre traitement que des thérapies ciblées ou de la chimiothérapie, mais juste des diurétiques qui ont permis de réduire notamment ces réticulations. On ne les voit plus au contrôle à un mois, on ne voit plus les adénomégalies ni les penchements. Donc soyez prudents dans ces suivis. Vous voyez que la pathologie hémodynamique est fréquente, elle peut s'intriquer à d'autres pathologies et mimer soit des récidives, soit des complications. Alors, patient de 48 ans, bilan d'orthopnée, on retrouve l'imagerie habituelle que maintenant vous connaissez bien suite à cette présentation, des opacités, des condensations alvéolaires bilatérales ici non systématisées, peut-être quelques réticulations. Diagnostic d'œdème pulmonaire semble pas faire de doute, mais vous voyez, outre ces épanchements, quelque chose d'autre sur le fenêtrage médiastinal que je vous engage très fortement à regarder systématiquement en tant que pneumologue pour rechercher soit des pathologies associées, soit des causes explicatives aux anomalies que vous voyez sur le parenchyme pulmonaire. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a un machin noir en plein milieu de l'atrium gauche. Donc vous avez raison, c'est un myxome de l'atrium gauche, ici réséqué. Donc il est important, au-delà de l'analyse du parenchyme, de regarder le médiastin dans toute situation. Donc pour conclure sur cette présentation, je rappelle que cœur et poumons sont intriqués avec des associations pathologiques fréquentes, que l'œdème pulmonaire, l'œdème hémodynamique peut compliquer une maladie pulmonaire sous-jacente et donner des tableaux difficiles d'interprétation ou mimer une autre pathologie telle une atteinte interstitielle de type PID classique. Et puis enfin, quand on regarde bien le scanner, on peut mettre en évidence les causes et ses effets. On a vu le myxome, mais parfois on va avoir de grosses calcifications sur les coronaires, voire des stigmates d'infarctus récents sur le myocarde, et ça se voit très bien, ça peut très vite orienter sur la prise en charge. Voilà, je vous remercie. Et un dernier mot, pour ceux qui pourront venir, vendredi 7 juin, 35e journée de printemps de la CIT. Voilà. Merci Sébastien pour cette excellente présentation. Vous avez respecté le temps complètement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va prendre 2 ou 3 questions. Merci Sébastien pour cette excellente présentation. Est-ce que tu ne penses pas que l'IVG est la seule pathologie qui s'occupe pour les syndromes pulmonaires? On peut tout avoir, le syndrome alvéolaire, le syndrome interstitiel, sur des poumons remaniés, des opacités un peu bizarroïdes. Et je pense qu'il faut toujours partir de la clinique avant d'interpréter les images radiologiques ou ce qu'on a. C'est évidemment la base d'avoir un examen clinique ou d'avoir une synthèse de cet examen, c'est essentiel pour interpréter les images. Le message il est un petit peu inversé ici, c'est de se dire parfois il y a des images tellement spécifiques comme les réticulations qui arrivent de façon brutale. Ces réticulations périlobulaires, il y a peu de situations où c'est on-off, que ça peut être très évocateur. Encore une fois, je vous ai montré des exemples où c'est des patients qui sont méconnus pour leur cardiopathie
Et on va pouvoir enseigner nos collègues cardiologues en disant attention, là il y a des signes d'insuffisance cardiaque, il faut aller chercher, insister. On sait que parfois il y a des cardiopathies à fraction d'éjection conservée, donc il faut aller fouiller vraiment cliniquement. Et le rôle aussi de notre côté, c'est d'orienter quand on peut sur ces pathologies cardiaques. Allez, question de Dr. Plessis. Alors voilà, ma question, je pense que c'est la question et la réflexion de ton radiologue. Lorsqu'on a un patient, on va dire, qui va venir en alerte d'urgence, c'est dyspnéique, bon, à un moment des cardiaques, on va dire entre parenthèses, ou dyspnée, on ne sait pas, on a des lésions d'équilibre postérieur alvéolaire, d'infection, des compensations cardiaques, voilà, un bilan qui oriente à ce stade, je dis bien, donc à ce stade, comment on peut faire, comment on peut se prononcer, parce que parfois on va dire peut-être que c'est une infection qui a décompensé ou c'est une origine qui est hémodynamique, pure et dure, sans surinfection. Comment on peut... Parce que tu as compris. Oui, j'ai compris, je vais te dire comment moi je raisonne. Alors, des compensations alvéolaires bilatérales symétriques postérieures en post-opératoire, je ne fais pas grand-chose. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je regarde si c'est vraiment d'équilibre et comme les troubles ventilatoires gravitodépendants, là, ça ne dépasse pas une certaine zone du thorax. Hein. À partir du moment où ça s'étend en avant, et comme je t'ai montré, il y a des petits foyers acinaires alvéolaires, là tu peux penser à un problème alvéolaire. Et puis les infections bilatérales relativement symétriques des territoires postérieurs, c'est quand même pas fréquent. Et tu peux t'aider encore une fois des petits signes associés qui sont les rétuliations, signes d'œdème interstitiel, des ganglions qui sont hypertrophiés, en général 10-12 mm pas plus, de l'épaississement des parois bronchiques et des épanchements symétriques. Voilà un petit peu comment moi je raisonne pour essayer d'orienter. Je reprends le même sens que la question. Effectivement, parfois, on a des infections avec la tête bilatérale et les vertiges chroniques. Vous avez vu la semaine dernière une patiente avec une image presque en rayon de miel, avec une fonction 40 ans, elle n'a pas de problème cardiaque. Est-ce que vous voyez une infection virale en périhilaire bilatérale? Alors, là, s'il y a des formations pseudokystiques, soit pour une pathologie, visiblement c'est pas le cas, ça peut être des germes à type nécrosant comme le staphylocoque qui donne des destructions, des pneumonies nécrosantes. Donc ça c'est un petit peu différent. Je dis juste que quand elles sont bilatérales, ça se limite rarement aux zones purement déclives et il y a quand même des foyers un petit peu à distance qui nous font penser à un processus infectieux. Voilà, et après, évidemment, il y a les données cliniques qui ont besoin. Saucen a une question? Saucen, tu veux poser une question? Non. Tu cherches la clé? Non, c'est juste pour dire que parfois le diagnostic différencié se pose aussi avec l'hémorragie alvéolaire. Parce que parfois ça a la même réaction. Et moi ce que je dis c'est que quand on a l'investissement septal sur un fond vers des produits, c'est plutôt sécuritaire. Oui. Quand on a Oui. l'investissement septal ailleurs, c'est que Oui, ça commence exactement. à C'est un très bon apport. Ouais.